Emmanuel Macron va parler aux Français, il l'annonce à l'instant sur son compte X. Le président de la République estime que dans ce moment de grande incertitude où le monde est confronté à ses plus grands défis, il est temps donc de parler. Je m'adresserai à vous ce soir à 20h, dit-il. Ce sera évidemment à suivre en direct sur TF1. Bonjour Adrien Gindre, c'est évidemment une information très importante dans ce contexte en effet de crise internationale, de crise avec l'Ukraine, et on va forcément en parler avec votre invité, David Lisnard, président de l'Association des maires de France, président aussi du mouvement Nouvelle Énergie. Bonjour David Lisnard. Bonjour. Cette allocution du président de la République, en effet, elle va intervenir après 2 jours de débat au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat pour parler justement de la situation en Ukraine, de l'aide que nous pouvons encore apporter, de notre réponse à l'échelle internationale. Qu'est-ce que vous attendez de cette prise de parole du chef de l'État ? Écoutez, je découvre avec vous cette prise de parole, une de plus, et j'ai envie de dire... Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'on sorte du théâtrodrome des postures dans lesquelles on est. La situation, elle est incertaine depuis des années. Depuis des années, les gens responsables savent qu'il faut armer le régalien, qu'il faut mettre un terme à un système social qui ne fonctionne plus. Donc, quels sont les pouvoirs du président de la République aujourd'hui, de surcroît depuis qu'il a dissous ? Donc si c'est pour une posture politicienne de plus, je le dis sans agressivité, mais enfin, pour jouer sur le mélo et l'exagération, ça me paraît peu intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les intérêts de la France, comment on construit à nouveau une ambition collective puissante française et européenne, et en sortant des effets d'annonce et du théâtre. Voilà. Très concrètement, si on est très opérationnel et très concret, David Lisnard, le chef de l'État a donné il y a quelques jours un horizon. Il disait qu'il faudrait porter le budget de nos armées à 3% du PIB. Aujourd'hui, on est à 2,1%. Hier, c'était la présidente de la Commission européenne qui parlait d'investissement à hauteur de 800 milliards pour l'échelle européenne. Est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce qu'il faut faire cet effort budgétaire considérable pour nos armées ? Ce qu'il faut, c'est renforcer la France, ce qui passe absolument par une nouvelle politique économique et sociale. Parce que pendant que le président dit ça, il disait même 3,5, et l'objectif, moi, je le trouve... Et même 5, si jamais les États-Unis... Je pense qu'il a raison, si vous voulez, là-dessus, c'est pas la question. Ma question porte sur l'idée de savoir si les gens qui nous regardent ce matin doivent se dire « je vais devoir faire des efforts pour financer nos armées demain ». Alors, je vais vous dire que ce que j'essaie de porter avec Nouvelle Énergie, c'est qu'on sorte d'un système qui fait que plus on dépense d'argent public, moins il y a d'argent pour la justice, l'armée et le régalien. Il faut comprendre ça. C'est un paradoxe, mais qui a été vérifié partout dans le monde. Plus l'État s'occupe de ce qui ne le regarde pas, et ça continue, je viens de voir une taxe sur les emballages, sur la boulangerie, je viens d'entendre ça sur votre antenne. Tout ça, vous voyez, c'est cette contradiction qui n'est plus possible. Pendant que le président de la République dit ça, le ministre de l'économie nous dit on ne peut pas toucher aux dépenses sociales, qui représentent 33% de la richesse produite. Pour bien comprendre, vous dites on doit renoncer à une partie de nos dépenses sociales. C'est pour ça que moi je propose un changement radical. C'est-à-dire qu'il faut absolument retrouver la performance publique. Nous allons proposer un mode de performance publique pour réarmer l'État sur le régalien, la diplomatie, la justice. Autrement, tout le reste, c'est du baratin, c'est de la jactance. Et la jactance, elle est proportionnelle à l'impuissance dans laquelle on tombe depuis une trentaine d'années. Ce qui justifie qu'on se pose cette question aujourd'hui, c'est notamment parce qu'on s'interroge sur l'attitude des Américains. On en parlait tout à l'heure avec Alba Ventura, on a vu le discours de Donald Trump cette nuit au Congrès américain. Il a réaffirmé sa volonté d'instaurer des droits de douane qui peuvent nous toucher. Il a réaffirmé sa volonté de s'approprier le Groenland qui aujourd'hui est européen. Avant ça, c'était son vice-président J. Evans qui évoquait des soldats de pays quelconques qui n'ont pas fait la guerre depuis 30 ou 40 ans. Ça semblait nous cibler, même s'il l'a démenti, ou en tout cas a fait mine de le démentir a posteriori. Est-ce que vous considérez toujours les États-Unis comme nos alliés ? Les États-Unis, d'abord, il faut arriver à construire une alliance avec les États-Unis dans la durée, au-delà de la personnalité de Donald Trump. Mais une alliance ne peut se faire que sur des rapports de force équilibrés. Aujourd'hui, ce que nous subissons, c'est la faiblesse dans laquelle nous sommes tombés depuis des années. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que... Et vous incluez Emmanuel Macron dedans. Est-ce qu'il est faible par rapport aux États-Unis aujourd'hui ? Oui, parce que, si vous voulez, le discours peut être bon. Mais le discours qui n'est pas sur des faits réels de puissance économique, de puissance diplomatique, de puissance militaire, n'est qu'une posture. Vous savez, c'est la fameuse phrase, la diplomatie dans les armes, c'est la musique sans les instruments. Donc là-dessus, il faut bien avoir à l'esprit qu'avec les États-Unis, comme avec le reste du monde, avec la Chine, avec cet axe Chine, favorable au rapport de force, etc., il faut créer des rapports de force. Donc ça va prendre des années de remise en ordre, mais il faut aussi poser nos principes. On ne doit pas
accepter le fait que les États-Unis s'assoient sur les principes de l'état de droit international. C'est-à-dire que, vous comprenez, pardonnez-moi, je veux bien qu'on réponde en 5 secondes à tout sur des questions internationales et diplomatiques, mais ce n'est pas possible. Et là-dessus, Trump a une brutalité qui révèle cette politique américaine qui écrase tout sur ses intérêts. Mais lorsque Biden lançait ce qu'on appelait l'IRA, Inflation Reduction Act, c'était une déclaration de guerre économique aussi. Donc on doit prendre acte de cela et on doit à la fois être en mesure de discuter, de négocier, de ne pas être qu'un marché ouvert à tous les vents, mais parallèlement d'essayer en permanence, évidemment, de construire des alliances. Et avec la première puissance mondiale qu'est les États-Unis, il ne s'agit pas d'être en frontal, ce serait absurde. Je voudrais également vous entendre sur ces propos de l'ancien Premier ministre François Fillon, qui a appartenu à votre famille politique dans Valeurs Actuelles, au propos de Volodymyr Zelensky. Il dit qu'il a sa responsabilité dans le déclenchement de la guerre. Il refuse aujourd'hui d'arrêter une guerre qu'il ne peut pas gagner. Il n'est pas le héros irréprochable magnifié par les Européens. Est-ce qu'il a raison ? Je pense que cette phrase n'apporte rien. Je vous le dis avec toute l'estime que je porte à François Fillon, que j'ai soutenu jusqu'au bout en 2017 et qui a souvent une parole juste. Bien sûr qu'il ne faut pas magnifier Zelensky. Enfin, moi, je n'ai jamais magnifié personne. Mais c'est toujours, on revient à la question. Quels sont nos intérêts aujourd'hui avec l'Ukraine ? Nos intérêts en termes de défense, pour protéger l'Europe. Nos intérêts en termes d'accès à certaines ressources. Sommes-nous en mesure d'échanger quelque chose avec l'Ukraine dans la durée ? Voilà des vraies questions. Et je crois qu'on a des choses à faire. Et moi, pour être allé plusieurs fois en Ukraine avant la guerre et depuis la guerre, et j'y retournerai bientôt, quoi qu'on pense de Zelensky, on s'était tous trompés. Tout le monde pensait qu'il partirait de l'Ukraine en quelques heures après le début de l'invasion russe. Il faut revenir à ça. Parce que c'est une invasion russe, remettons la réalité où elle est, c'est une attaque russe, et ce n'est pas que les accords de Minsk qui ont été trahis. Il faut revenir au mémorandum de Budapest, où l'Ukraine avait accepté d'enlever son arsenal nucléaire en contrepartie d'une garantie que la Russie ne l'attaquerait pas, et Zelensky, il n'est pas parti. Moi, je suis allé à Bouchka. Les Russes étaient à 4,5 km du centre de Kiev, et Zelensky, il était dehors avec son peuple. Donc, il n'est certainement pas ni Jésus-Christ, mais il doit être respecté, et aujourd'hui, il incarne un pays qui veut respecter, qui veut défendre sa souveraineté, qui veut certainement la paix, mais la liberté. Et il y a un vieux principe gaullien que je crois on partage avec François Fillon et d'autres, c'est la souveraineté des peuples. Justement. La liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, et le peuple ukrainien doit pouvoir disposer de lui-même. David Lisnard, vous parliez rapport de force. En quelques secondes, je voudrais juste votre regard sur les rapports entre la France et l'Algérie. Les sénateurs en débattaient hier soir. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont dit qu'il faut réexaminer les accords avec l'Algérie qui refuse de reprendre certains de ses ressortissants, voire les dénoncer. Le chef de l'État a dit non, l'accord de 68, c'est le président de la République, c'est à moi de savoir ce que je fais, c'est l'accord qui nous lie avec l'Algérie. Le rapport de force, on doit le jouer comment là? Est-ce que c'est le président ou est-ce que ce sont le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur? Alors déjà, il serait bien que l'exécutif se coordonne, malgré le contexte, c'est une première chose. Deuxième chose, je pense que le président de la République ne devrait pas affaiblir son exécutif. Troisièmement, il faut évidemment que la France et l'Algérie doivent écrire un avenir commun. Alors je sais que ce n'est pas ce qu'on entend tous les jours, mais je pense que c'est indispensable pour des raisons démographiques, historiques, économiques évidentes. Mais aujourd'hui, nous avons les moyens de nous faire respecter par l'Algérie. Fermeture de consulats. Si on fermait 2 ou 3 consulats dans un pays, je crois qu'il y a 18 consulats en France, ça adresserait un signe très fort. Donc ce que propose Bruno Retailleau est pertinent. Et je pense doit être appliqué. Il est temps de... Moi, je respecte l'Algérie comme un État indépendant. Ils l'ont conquis, bravo à eux. Mais on doit être respecté comme un État, avec nous aussi, souverain et libre. Le rapport de force. Bruno Retailleau, que vous soutenez pour la primaire. On aura l'occasion d'en reparler devant la présidence des Républicains. On en parlera dans les semaines à venir. Je rappelle que vous publiez dans quelques jours Ainsi va la France aux éditions de l'Observatoire. Un pré-programme manifeste libéral, vous voyez, cette audace. Merci beaucoup, David Lisnard. Merci à vous.